Bonsoir, bienvenue. Vous faites bien de choisir BF1, le décryptage de l'actualité nationale et internationale. C'est ici, au 7 Info. Au menu politique, le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui s'est passé ce 17 juin et que va-t-il se passer dans les semaines et les mois à venir? Les analyses de nos analystes politiques, mais aussi au téléphone, les représentants du FPI et du RHDP. Depuis Abidjan, au Burkina Faso, fin du premier round du dialogue politique, 3 jours de discussion qui se sont achevés hier. On reviendra sur les conclusions partielles de cette rencontre et puis l'APN sera sur le plateau pour nous expliquer pourquoi la réintégration des policiers radiés en 2019 tarde malgré la décision de justice allant dans ce sens. On sera aussi avec le sport. John William Somda qui viendra nous parler de la finale de la Coupe du Faso. Vous aurez toutes les images, les buts et puis les réactions. Tout de suite, retour sur l'actu. Et on débute avec le retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. L'ex-chef de l'État ivoirien est bel et bien arrivé à Abidjan ce 17 juin après 10 ans passés à la Cour pénale internationale. L'atterrissage de l'avion, l'ambiance folle à l'aéroport, les échauffourées entre ses partisans sortis nombreux et les policiers, l'itinéraire de son cortège jusqu'au QG du FPI où il communie avec les militants du parti. Le film de cette journée de toutes les appréhensions, c'est signé Roméo Koïta. L'attente fut longue. Après 10 années d'un combat judiciaire aux multiples rebondissements à la Cour pénale internationale, Laurent Gbagbo revient en Éburnie. C'est une nouvelle page de l'histoire de la Côte d'Ivoire qui s'écrit. Les partisans se sont mobilisés tôt le matin ce jeudi 17 juin aux alentours de l'aéroport. Les forces de l'ordre qui veulent éviter tout débordement bandent les muscles. C'est le face-à-face. Les premiers gaz lacrymogènes partent. À l'intérieur de l'aéroport, sous les tentes du pavillon présidentiel, mis à la disposition par le gouvernement ivoirien pour l'accueil, des cadres du FPI patientent. Afine Guesson, l'ex-premier ministre de Laurent Gbagbo, Marie-Odette Lorugnon et Sébastien Danondjedje, tous des cadres du parti. Peu avant 16h30, le vol commercial en provenance de Bruxelles se pose sur la piste d'atterrissage. Celui qui aura passé une décennie à la CPI se présente à ses camarades. La foule est en liesse. Ceux qui s'attendaient à un bain de foule doivent déchanter. Après un tour d'honneur, le cortège sort de l'aéroport, direction le QG de campagne à Cocody. Sur la route, des milliers de supporters massés le long du boulevard Valéry jusqu'à Destin. Certains accompagnent le cortège. 18h, le fondateur du Front populaire ivoirien est face aux cadres et aux élus du parti. Laurent Gbagbo honore ceux qui ont maintenu la flamme militante pendant son absence. Le bain de foule aura lieu à la fin. Du haut du balcon de cet immeuble, l'ancien président communie avec ses partisans. Voilà, retour sur ce plateau où nous a rejoint déjà Ousmane Ouedraogo. Il est le secrétaire adjoint de l'Alliance Police Nationale. Ousmane Ouedraogo, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'être venu. On sera avec tout à l'heure. Mais avant, au téléphone maintenant, Kader Fofana. Il est le vice-président de la jeunesse du RHDP depuis Abidjan. Kader Fofana, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous m'entendez bien? Oui, je vous entends. Les dieux de la technique sont avec nous. On espère qu'ils resteront avec nous jusqu'à la fin. Alors, on vient de voir les images du retour de Laurent Gbagbo à Abidjan. Vous, au niveau de la majorité, comment vous avez vécu cette journée du 17 juin? Je crois que les Ivoiriens étaient au travail. Voilà, tout était dans les normes. Vous savez que le président Laurent Gbagbo a été déporté à la haie le 30 novembre 2011. Alors, après la crise post-électorale qui a vu pratiquement 3000 morts, bien évidemment, il est chez lui en Côte d'Ivoire. Donc, les Ivoiriens, chacun est mobilisé réellement dans l'esprit de faire avancer la Côte d'Ivoire. Ils étaient concentrés évidemment chacun sur son travail. Moi, j'étais au bureau, je ne savais pas réellement s'il y avait l'arrivée peut-être de façon solennelle du président Laurent Gbagbo qui était organisé. Mais ce que vous devrez savoir, c'est que les Ivoiriens étaient tous au travail.
Oui, les Ivoiriens étaient au travail, mais il y avait certains parmi eux, ils étaient nombreux, qui étaient dans les rues pour accueillir le président Laurent Gbagbo, notamment ses partisans. Justement, il y a eu des échauffourées entre ces derniers et la police. Comment vous analysez ces faits-là? Non, mais vous savez, nous sommes dans un état de droit. La Côte d'Ivoire est un pays bien organisé. Réellement, est-ce que le président du comité d'organisation de l'accueil de Laurent Gbagbo a pris les dispositions pour éviter véritablement tous ces échauffourées? Nous nous posons la question de savoir. Alors, quant à nous autres, en tant qu'Ivoiriens, en tant que vice-président national de la jeunesse du RAGP, alors nous, à notre niveau, nous étions au travail parce que c'était un jour grave. Il fallait véritablement laisser les Ivoiriens aller au travail. Maintenant, ces jeunes qui ont été peut-être dispersés par la police, il s'agit notamment de savoir réellement qu'est-ce que ces jeunes faisaient au lieu indiqué. Parce que si l'itinéraire a été tracé par le comité d'organisation et le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, bien évidemment, il va falloir respecter réellement ce qui a été tracé. Donc, si se retrouve ailleurs en train de faire quelque chose, la police mettra de l'ordre. Voilà. Voilà, Laurent Gbagbo est arrivé maintenant et ses partisans estiment qu'il est venu pour s'inscrire dans la droite ligne de la réconciliation nationale en cours en Côte d'Ivoire. Comment voyez-vous son rôle? Est-ce qu'il aura un rôle central dans le processus de réconciliation en Côte d'Ivoire? Et quel pourrait être ce rôle-là? En Côte d'Ivoire, la réconciliation existe bel et bien déjà. Vous voyez, avant qu'ils ne viennent, les Ivoiriens, il n'y avait pas d'hommes qui crépitaient en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens vaguaient à leurs occupations, tout allait bien, tout va bien d'ailleurs. Donc la réconciliation existe. Laurent Gbagbo, il a beaucoup de choses à régler. Voilà qu'il a des soucis avec son parti lui-même déjà. Il va falloir dans un premier temps se concentrer sur son parti, mettre de l'ordre avant de penser à la Côte d'Ivoire. Parce qu'on le dit chez nous, avant de quitter chez soi, il faut mettre de l'ordre avant d'aller dehors. Du moment où il y a un problème, où il y a des soucis déjà dans le parti, où lui-même est premier responsable, la première réconciliation doit se faire d'abord au sein de son parti. Maintenant, quant à la Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a fait des efforts en mettant en place réellement un ministère chargé de la réconciliation. Je pense que ce ministère-là, ils pourront vraiment se référer à ce ministère, faire des propositions pour la participation de la continuité de la réconciliation, je dirais, qui existe en Côte d'Ivoire. Chacun peut participer à faire des propositions. Tant que nous vivons ensemble, nous sommes des frères et sœurs, donc on ne peut pas refuser que Laurent Gbagbo puisse venir nous faire des propositions pour faire avancer la Côte d'Ivoire. Donc voilà, monsieur. Alors, dans ce processus de réconciliation nationale, vous savez qu'il y a une condamnation de 20 ans qui plane sur la tête de Laurent Gbagbo pour le cas de la BCEAO. Est-ce que dans ce processus de réconciliation nationale, on peut parler d'une amnistie prochaine de Laurent Gbagbo? Bon, ça, c'est des questions de justice. Nous allons laisser la justice apprécier cette question. Voilà, je ne peux pas me substituer à un magistrat ou à un procureur de la République. Voilà, c'est à eux évidemment d'aviser ce qu'il sera arrêté comme décision pour le président Laurent Gbagbo. La réconciliation, elle est aussi politique. Est-ce que ce ne serait pas un geste politique fort que le président Alassane Ouattara décide de gracier Laurent Gbagbo, par exemple? Ça, c'est à l'appréciation du président de la République. Voilà, il va aviser à un moment porteur. Voilà, c'est à son appréciation. Mais est-ce que vous... En tant que politique, je ne peux pas décider à la place du président de la République. Vous qui êtes vice-président de la jeunesse du RHDP, est-ce que cette éventualité est de plus en plus évoquée au niveau du parti et au niveau de la présidence? Ce que nous savons, nous sommes concentrés sur l'émergence de la Côte d'Ivoire. Nous sommes concentrés sur la situation des Ivoiriens. C'est ce qui nous préoccupe actuellement. Et aujourd'hui, le parti est en train de s'organiser pour le sénatorial qui aura lieu très bientôt. Donc, nous allons laisser le président Alassane Ouattara se permettre soit de décider, de gracier ou d'amnistier, je dirais, le président Laurent Gbagbo. Mais pour l'heure, nous, en tant que politique, nous sommes réellement concentrés sur le sénatorial. Merci, Donc, Kader voilà. Fofana. Merci bien d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le vice-président de la jeunesse du RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Merci bien. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Voilà, je rappelle que nous devons avoir normalement au téléphone M. Blaise Lasme, il est le porte-parole de la jeunesse du FPI que nous allons tenter de joindre. Nous espérons que la technique va nous permettre de le faire. Mais en attendant, on revient avec Ousmane Ouedraogo. Bonsoir encore.
Bonsoir à vous, monsieur. Voilà, vous êtes là pour nous parler de l'Alliance Police Nationale et de cette affaire de réintégration des policiers radiés en 2019. Mais avant, rapidement, peut-être un petit commentaire sur ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire. Ok, merci pour l'opportunité que vous nous offrez de nous exprimer. Alors, ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire, je pense que Laurent Gbagbo avait été envoyé à la CPI. La CPI l'a acquitté. Le président, son Excellence, M. Alassane Dramane Ouattara, a effectivement engagé une procédure de réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Je pense que, allant dans ce sens, Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire. Le président va tendre la main à son frère, M. Laurent Gbagbo, afin que les Ivoiriens puissent aller vers une réconciliation effectivement sincère, pour que le sang des Ivoiriens a suffisamment versé. Donc, pour qu'on n'arrive plus à là, parce que son Excellence, M. Alassane Dramane Ouattara, pourra tendre la main, effectivement, à son frère, Laurent Gbagbo, pour que les Ivoiriens puissent avoir la quiétude et une paix durable en Côte d'Ivoire. Ouais. C'est notre souhait. C'est une réconciliation importante, vous le dites, cela d'autant plus que c'est une réconciliation qui intéresse beaucoup le Burkina Faso. Il y a des millions de Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire. Et quand on parle de paix et de réconciliation, cela intéresse beaucoup le Burkina Faso, mais aussi de sécurité. Il faut peut-être cette accalmie en Côte d'Ivoire pour penser sécurité sous-régionale quand on sait les différents enjeux majeurs sécuritaires en ce moment. Oui, justement. Puis vous voyez que le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire sont plus que des pays frères, plusieurs dizaines de millions au Burkina Faso. En Côte d'Ivoire, du moins. Du coup, si la Côte d'Ivoire il y a une crise en Côte d'Ivoire, ça impacte négativement le Burkina Faso. Donc, dans ce sens, nous espérons que effectivement, les Ivoiriens vont trouver un terrain d'entente pour aller vers vraiment une réconciliation sincère, comme je l'ai dit précédemment, pour que la paix y revienne. Alors, est-ce que nous avons Lasme Blaise au téléphone? Pas encore. Voilà, on devait avoir Blaise Lasme, le porte-parole de la jeunesse du FPI au téléphone, mais nous avons visiblement des difficultés pour le joindre. On pourra le prendre en cours d'émission. Mais on revient sur l'actualité politique au Burkina. En attendant, il y a eu le dialogue politique, une réunion de 3 jours qui s'est achevée hier. Voici les conclusions en partiel. Luc Pabelgam. Sécurité, découpage du territoire et élections municipales prochaines, la vie de la nation a été débattue pendant ces 3 jours de dialogue politique. Clôture partielle intervenue ce 19 juin parce que opposition et majorité se sont donné rendez-vous les 3 et 4 juillet prochains afin de vider les points qui n'ont pas fait l'objet de consensus, notamment le type de scrutin voulu pour élire les présidents de collectivités pour les municipales prévues en 2022. Du reste, la sécurité et d'autres points ont connu des avancées que relève un des coprésidents, Simon Compaoré. Deuxième point, c'est que malgré ces acquisitions qui ont permis de renforcer la position de nos forces de défense et de sécurité en matériel, en armement et en matériel roulant, des besoins subsistent. Et le dialogue politique a souhaité à cette étape de nos débats c'est que le gouvernement garde une oreille attentive aux préoccupations restantes qui sont soulevées par les forces de défense et de sécurité. L'État a pris sur lui d'initier un nouveau découpage du territoire en villages, en communes, en provinces et en régions. Donc le ministre d'État nous a donné une lecture de ce qui va meubler cette réforme-là. Des consensus certes, mais aussi des divergences entre l'Alliance pour la majorité présidentielle et le chef de file de l'opposition politique. L'opposition réclame toujours les têtes du Premier ministre et du ministre en charge de la Défense. La dernière attaque de Solane serait l'attaque de trop, clame Edi Komboego et sa délégation. Sur certains points, nous n'avons pas partagé toujours les mêmes points de vue. Notamment sur le plan sécuritaire, c'est vrai, nous avons félicité et encouragé les forces de défense et de sécurité, mais au regard des résultats, au regard du nombre de morts et d'insécurité des déplacés,
nous avons encore exigé la démission du Premier ministre et du ministre de la Défense. Certainement que la majorité ne nous a pas suivis dans cette position, mais c'est la position de l'opposition également. Pour le reste, pour ce qui concerne la réconciliation nationale, nous avons souhaité qu'à chaque niveau, nous puissions en discuter avant que le comité national d'orientation ne puisse siéger pour adopter définitivement le processus. La question du quota genre s'est invitée au débat, une question sur laquelle majorité et opposition s'accordent. Il faut que les deux camps redoublent d'efforts, sinon avoir une Assemblée nationale de 127 députés avec seulement 16 femmes n'honore ni les hommes ni les femmes de leur avis. Voilà, je précise que ce dialogue politique va reprendre début juillet, entre le 3 et le 4 juillet prochain, pour finaliser cette discussion. On va en parler tout à l'heure avec Ousmane Ouedraogo, secrétaire général adjoint de l'Alliance Police Nationale. Mais on me fait savoir que nous avons maintenant Blaise Lasman au téléphone. Blaise Lasman, bonsoir. Bonsoir. Vous m'entendez bien? Oui, je vous entends très bien. Je précise que vous êtes le porte-parole de la jeunesse du FPI, le Front populaire ivoirien. Vous êtes aussi chargé de la mobilisation dans l'organisation du retour de Laurent Gbagbo. C'est bien ça? Voilà, Laurent Gbagbo est arrivé. Ça a été une journée très difficile ce 17 juin. C'est quoi votre sentiment? C'est un ouf de soulagement? Un sentiment de soulagement. Un sentiment de soulagement de retrouver ce leader, ce chef qui nous a tant marqué. C'est un sentiment de soulagement que l'innocent a été déjà été contre lui. Et ce innocent a échoué à la maison et dans son pays. Et pour revenir sur cette journée du 17 juin, on a vu qu'il y a eu beaucoup de cacophonie au niveau de l'aéroport, dans les rues d'Abidjan. Est-ce qu'au niveau de l'organisation du retour de Laurent Gbagbo, il n'y a pas eu beaucoup d'erreurs et de manquements graves? Non, nous pouvons dire que c'est l'État qui n'a pas joué son jeu. L'État n'avait pas pris de documents ou bien de mesures interdisant un accueil populaire, mais l'État a permis à travers la police et la gendarmerie de pouvoir disperser tous ceux qui étaient de Laurent Gbagbo. C'était ça qui était la force nostre et ça a été la raison pour laquelle nous avons remarqué qu'il y a plus de pas et d'autres. Est-ce qu'il y a eu des blessés graves? Oui, il y a eu beaucoup de blessés graves. Il y a eu des gens qui ont été attaqués Nora, il y a eu des emprisonnés, il y a eu beaucoup de blessés. Il y a eu des morts aussi? Non, jusqu'à présent, je n'ai pas connaissance de morts. C'est assez clair. Il y avait eu des rumeurs à un moment donné qu'il y avait eu des morts. Vous nous rassurez ce soir que pour le moment, on n'a pas enregistré de morts. On a perdu Blaise Lasman apparemment. Bien voilà, ce sont les réalités du direct. Les dieux de la technique nous ont abandonnés visiblement en cours de route. Mais on est avec Ousmane Ouedraogo sur ce plateau. On revient sur ce dialogue politique qu'on vient de voir 3 jours de discussion. On a vu toutes les formations politiques ensemble. Ce genre d'exercice, comment vous l'analysez? Est-ce que vous avez l'impression que c'est un entre-soi entre des hommes politiques qui sont un peu détachés de la réalité ou par contre, quand on voit le climat politique en Côte d'Ivoire, au Sénégal il y a quelques mois, au Mali aussi, on peut dire, bon, c'est quand même un signe d'apaisement politique. Comment on peut analyser cette situation sur ces deux créneaux? Ok, je pense que c'est une très bonne initiative de la part de la majorité parce que nul ne peut dire qu'aujourd'hui le Burkina Faso n'est pas en guerre et si nous sommes confrontés à une situation sécuritaire un peu délicate au Burkina Faso, et l'autorité, la majorité a eu le courage, n'est-ce pas, d'appeler l'opposition pour qu'ensemble ils puissent trouver des mécanismes allant dans le sens de la résolution de cette crise-là. Cela est salutaire. C'est salutaire. On revient maintenant à la situation de l'APN, l'Alliance Police Nationale. Avant de revenir pour que vous puissiez nous donner de plus amples explications, on va suivre
la conférence de presse que vous avez animée au cours de cette semaine où vous avez appelé le gouvernement à respecter les décisions de justice. On regarde et puis on revient. C'était le 11 janvier 2021. Les policiers radiés le 18 octobre 2019 venaient aux nouvelles au secrétariat du ministère de la Sécurité. Il était question pour eux de savoir à quel niveau se trouvait le dossier de réintégration des 16 hommes licenciés parce qu'ils auraient abandonné leur poste ou auraient demandé du matériel pour mieux exercer leur travail. Et ici, un refus leur a été opposé. Nous avions été au bureau de la secrétaire générale du ministère de la Sécurité qui a opposé son refus de nous recevoir. Alors ce jeudi, ils prennent l'opinion nationale à témoin pour annoncer qu'ils subissent une injustice pour une raison qu'ils ignorent. Le tribunal administratif a suspendu les arrêtés de licenciement. Le Conseil d'État l'a confirmé. La Cour de cassation a même vidé sa saisine sur l'affaire. Et jusque-là, toujours pas de nouvelles visant à les réintégrer. En juillet, ça fera 24 mois. Et 24 mois n'est pas 24 heures. Ce n'est non plus pas 24 jours que des individus, pour avoir voulu réclamer du matériel pour la protection de cette même population-là, se retrouvent dans cette situation. Des décisions de justice qu'il faille respecter. Et le ministre, il prend ces décisions, il ne sait pas où il les a mis, mais jusque-là, nous ne comprenons pas le blocus. Et pendant ce temps, c'est une vie de personnes pointées du doigt que les infortunés disent vivre depuis 2 ans. Condamnant ainsi les infortunés à une vie de parias avec leurs familles depuis toutes ces années. Certains se retrouvent dans l'impossibilité de faire face aux besoins vitaux, même les plus élémentaires de famille. Des enfants ont vu leur scolarité compromise à jamais. Alors, ces policiers reviennent à la charge. Cette situation a assez duré. La justice a rendu sa décision. Ousseini Compaoré doit impérativement les réintégrer en signant un décret dans ce sens pour rejoindre leurs camarades sur le théâtre des opérations pour défendre les populations et le pays. Sinon, ils prendront leurs responsabilités. Nous sommes restés toujours disciplinés. Maintenant, comme je le disais, ça a assez duré. Et si au nom de cette discipline-là, des gens veulent en abuser, je pense que un moment viendra, nous allons prendre nos responsabilités. Et dans ce sens, nos militants sont déjà prêts. Mais nous ne souhaitons pas qu'on arrive à là, parce qu'aujourd'hui, les Burkinabés ont besoin plus que de la police. Donc nous pensons que dans les brefs délais, l'autorité prendra les arrêtés de réintégration et on en finira avec cette question. Ousmane Ouedraogo annonce qu'ils resteront déterminés pour que cette décision de justice soit appliquée. Du reste, tous les policiers doivent se tenir debout et prêts, ont-ils lancé. Ousmane Ouedraogo, on revient à vous. Vous venez de dire des choses assez denses et graves quand même, en disant que l'APN prendra ses responsabilités si jamais l'État ne suivait pas la décision de justice. On va revenir sur cette fin de discours. Mais avant, venons à la genèse de cette histoire. C'est en 2019 que tout a commencé. Ok, oui, effectivement, c'est en 2019 que tout a commencé. À partir du moment que nous sommes constitués en syndicat pour réclamer du matériel afin de protéger, n'est-ce pas, cette population-là. C'était le 31 mai 2019, effectivement, que nous avions animé une conférence de presse, l'Alliance Police Nationale, disant effectivement que nous n'avions pas de matériel. La police n'a pas de matériel pour mener à bien leur mission. Alors, et du coup, les autorités ont vu cette sortie comme une mauvaise sortie, nous traitant de tous les noms, d'indisciplinés, de rebelles, jusqu'à le ministre de la Sécurité aller jusqu'à nous traiter de rebelles. C'est en suivi les blâmes, premièrement, deuxièmement les affectations et troisièmement les licenciements. Après cela, nous sommes allés en justice, parce que étant dans un État démocratique, c'est la justice qui est notre recours. Si vous êtes en conflit, soit vous avez un contentieux avec l'État ou soit des individus, vous devrez faire recours à la justice. C'est ce que nous avions fait. Et la justice a d'abord suspendu les blâmes, deuxièmement, suspendu les affectations et troisièmement, suspendu les arrêtés de licenciement. Vous êtes au nombre de combien? Nous sommes au nombre de 16 policiers de l'Alliance Police Nationale. Alors, quand on vous a blâmé, suspendu, affecté et suspendu, quelles sont les accusations?
qu'on a eu contre vous? Bon, on nous dit que il ne fallait pas dire qu'on n'a pas le matériel pour protéger la population. On dit que c'est un secret qui devrait rester en nous et il ne fallait pas le dire. Donc nous posons la même question. Pourquoi s'ingénier à cacher un mal que toute une institution suit de tous ses propres? Alors, du coup, en 2019, quand nous, on faisait ces révélations, une année après, on nous a licenciés. Mais aujourd'hui, malheureusement, l'histoire nous donne raison. Nous assistons à la fermeture de plusieurs dizaines de commissariats, de postes de police. Pardon? Nous assistons à la fermeture de plusieurs dizaines de postes de police, occasionnant, par le manque de matériel, plusieurs dizaines de pertes de vies humaines dans les rangs des forces de police et ainsi que dans les rangs des autres forces de défense et de sécurité. Alors, et nous savions que aujourd'hui, les Burkinabés ont plus que besoin de leur police. Est-ce qu'il n'y avait pas des créneaux à l'intérieur de la police nationale? On sait que l'armée et la police, on le dit, c'est un thème péjoratif, c'est la grande muette. Est-ce qu'à l'intérieur des instances de la police nationale, il n'y avait pas occasion ou possibilité de faire ces revendications sans venir sur la place publique et faire cette conférence de presse? Oui, justement, nous avions introduit plus d'une dizaine de demandes d'audience auprès du ministre de la Sécurité. Cela est resté sans suite. Et des policiers ne faisaient que perdre la vie sur le terrain. On dit que les policiers n'ont pas le matériel. Et ils disent que les policiers, aujourd'hui, certaines personnes disent de ne pas leur donner de matériel de défense. Et c'est une rivalité ou je ne sais quoi. Maintenant, aujourd'hui... Une rivalité qui serait entre la police et qui? Bon, peut-être, je ne sais pas, mais peut-être d'autres corps. Oui, mais vous êtes en train de oui, dénoncer et faire aller jusqu'au bout. Oui, justement, nous ne savions pas qui dit à qui de ne pas donner le matériel nécessaire à la police pour que ces derniers puissent aller au front pour effectivement protéger la population. Maintenant, il y a la loi 032 relative à la sécurité intérieure qui dit clairement que les policiers doivent intervenir dans les zones urbaines. Et si des policiers se retrouvent dans des zones de défense, c'est normal que ces derniers possèdent effectivement des matériels de défense. Maintenant, si en réclamant ces matériels, on nous traite de tous les noms, en nous blâmant, en nous affectant, en nous licenciant, mais je ne sais pas ce que les gens veulent au juste. Pourquoi les ministres de l'Intérieur refusent de vous écouter ou bien de vous recevoir? Est-ce parce que vous n'êtes pas constitué légalement, l'Alliance Police Nationale? Non, l'Alliance Police Nationale est constituée légalement. Là, vous ne devrez plus émettre des doutes. L'Alliance Police Nationale, quand le ministère a opposé le refus de délivrer le récépissé à l'Alliance Police Nationale, nous avions esté en justice à travers le cabinet Maître Farama. Et la justice a dit les motifs que le ministère de l'administration territoriale avançait n'étaient pas fondés. Et depuis le 26 mars 2019, le Conseil d'État a vidé le dossier et ordonné à l'État burkinabé de délivrer le récépissé à l'Alliance Police Nationale. Et nous avons fait un écrit au Martidé dans le sens d'établir le récépissé à l'APN. Il a été fait? Ça n'a pas été fait. Donc vous n'êtes pas constitué légalement? Nous sommes légalement constitués. Allez, poursuivez alors. Parce que la loi 064-2015-CNT portant liberté d'association au Burkina Faso dit clairement que si des individus font une demande de récépissé de reconnaissance légale, quand il s'agit d'un syndicat, l'autorité a un délai de 30 jours pour s'exécuter. Passé ce délai, le silence de l'autorité, ça équivaut à un accord. Nous avions introduit notre demande après la décision de justice, nous donnant raison, l'autorité jusque-là n'a pas agi. Et ils nous ont non plus pas notifié un refus. Donc cela veut dire que le syndicat est légalement constitué. Et rien ne peut effectivement bloquer cette légalité-là. Alors, donc, comme vous venez de le dire, on revient sur la suite de l'histoire. Vous êtes blâmé, affecté, suspendu et en fin de compte radié. L'affaire va en justice. Qu'est-ce que la justice décide? La justice, à travers le cabinet Maître Farama, quand nous avions saisi la justice pour demander la suspension, n'est-ce pas, des arrêtés de licenciement, la justice, le 12 février 2020, la justice statuait et a suspendu les arrêtés de licenciement et ordonnant ainsi la réintégration des éléments licenciés. De 16 personnes. De 16 personnes. L'État est allé jusqu'au bout en saisissant le Conseil d'État
à travers l'AJT, l'agence judiciaire de l'État. Et le Conseil d'État est resté dans sa logique et a confirmé la décision du tribunal administratif. Pour votre réintégration. Pour la réintégration. Et l'État est encore plus loin jusqu'à aller pourvoir en cassation. La cassation a fait vider sa saisine en juin 2020. Et à partir de cet instant, rien ne devrait bloquer effectivement la réintégration de ces policiers-là. Mais jusque-là, toutes nos démarches que nous avions entreprises sont restées vaines. Ce que vous dites, c'est que depuis juin 2020, l'État devrait vous réintégrer. Depuis juin 2020, l'État devrait s'exécuter à travers les différentes décisions de justice. Alors, nous ne comprenons pas pourquoi, effectivement, jusque-là, rien n'est fait. Face au silence de l'État, est-ce que vous avez entamé des démarches, d'autres démarches? Oui, face au silence de l'État, nous avions, courant août 2020, nous avions été voir l'ex-ministre de la Justice, en la personne de M. Bessolé René Bagoro, pour qu'effectivement, ce dernier-là puisse voir dans quel mécanisme il peut effectivement résoudre le problème durant un temps record. Celui-ci nous a reçus et qu'est-ce qu'il dit qu'en 72 heures, cela pouvait être réglé. Mais jusqu'à ce que ce dernier soit nommé conseiller juridique de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, rien ne fait. Alors, nous sommes encore allés voir Monsieur le ministre d'État, chargé de la réconciliation, qui nous a dit je veux voir les décisions de justice. Nous avons fait des copies des différentes décisions de justice et nous sommes allés les lui remettre. Ça, c'est quand déjà? Ça, c'était courant janvier 2021. En début d'année? En début d'année. Allez-y. Voilà. Donc, ça va faire 6 mois maintenant. Ça fait 6 mois maintenant. Nous avons fait les copies des différentes décisions de justice et le ministre chargé de la réconciliation a pris les décisions et il nous dit qu'il va faire son rapport au Premier ministre pour suite à faire. Et dernièrement, nous sommes allés le voir. Et qu'est-ce qu'il dit? J'ai fait mon rapport au Premier ministre et maintenant nous attendons. Donc, nous tous nous attendons et nous ne comprenons pas pourquoi. Et voyant que rien n'évolue, nous avions adressé à plusieurs reprises des demandes d'audience au ministre de la Sécurité qui est chargé de prendre un arrêté pour effectivement réintégrer les camarades. Et nos demandes d'audience sont restées vaines. C'est-à-dire que toutes les portes vous sont fermées, personne ne veut vous recevoir, personne ne veut vous écouter. À part le ministre de la Réconciliation, bien sûr. Oui, effectivement, à part le ministre de la Réconciliation. Personne ne veut nous écouter. Personne ne nous reçoit. Mais quel est votre sentiment face à cette situation? Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui? C'est vraiment avec amertume que nous voyons les choses dans ce sens. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit qu'il y a une réconciliation qui est en marche au Burkina Faso. On nous dit encore qu'il faut une cohésion sociale. On nous dit encore qu'il faut galvaniser les troupes au front. Du coup, le licenciement affecte plusieurs policiers qui sont au front. Parce que simplement, ces derniers ont voulu effectivement... Non, je parle de vous les premiers concernés, les 16 personnes. Vous en faites partie. Quel est votre sentiment? Est-ce que vous sentez du mépris, de l'injustice? C'est quoi votre sentiment aujourd'hui? Nous sentons vraiment de l'injustice dans tout ce qui se passe parce qu'on dit que nous sommes dans un état de droit. Et si vous avez un problème, allez-y en justice. Nous sommes allés en justice sur toute la ligne. Nous avions eu raison. Et cela ne s'exécute pas. Du coup, ces mêmes personnes-là, ils se retrouvent dans l'impossibilité totale de subvenir aux besoins de leur famille. Plus de 2 ans, ça fait 23 mois maintenant. Des gens n'arrivent plus à envoyer les enfants à l'école. Et nous disons que nous sommes dans un état démocratique. Nous disons que nous sommes dans un état de droit. Et on veut une réconciliation sincère. La réconciliation doit commencer d'abord par le respect des décisions de justice. Et je pense que dès que cela est fait, je pense qu'on peut aller vers une vraie réconciliation sincère. Comment expliquez-vous cette position du gouvernement? Votre cas n'est pas un cas isolé. Il y a eu aussi ceux des gardes pénitentiaires qui devaient être réintégrés. On attend toujours aussi que l'État applique la décision de justice. Comment vous, en tant qu'agent de police, jugez-vous cette position du gouvernement de rester sourd aux décisions de justice? Bon, à la limite, ça ne fait pas honneur à notre pays. Ça ne fait pas du tout honneur à notre pays. Parce qu'on s'est dit que nous sommes en démocratie, il y a des règles de droit qui sont établies. Et du coup, si on veut enfreindre à ces règles de droit-là, ça ne fait pas honneur à notre pays. Et
effectivement, ce ne sont plus les gens de la GSP, mais plutôt les camarades du Minifid, les 3 agents du Minifid licenciés, qui sont au terme des différents procès et qui attendent effectivement aussi leur réintégration. Donc, du coup, l'État, je ne sais pas ce qu'il veut. En fait, il ne faut pas vouloir une chose avec son contraire. Nous réclamons la paix, mais nos actes ne préparent pas la paix. Donc, du coup, ça laisse entrevoir, ça laisse dire que si, effectivement, la procédure de réconciliation que nous disons en marche, si c'est une vraie réconciliation, ou soit si les gens sont de bonne foi, effectivement, allant vers cette réconciliation-là. Alors, on vous a entendu tout à l'heure, lors de votre conférence de presse, vous avez dit que si l'État ne s'exécutait pas, en griffe s'exécuter, vous alliez être obligé de prendre vos responsabilités. Comment? Oui, parce que nous sommes régis d'un corps où la discipline est de rigueur. Maintenant, 23 mois, ce n'est pas 23 heures, ce n'est non plus pas 23 jours. Et nous avions toujours dit à nos militants, restez disciplinés. Nous avions foi en la justice de notre pays. Et la justice, sur toute sa ligne, nous a donné raison. Maintenant, si au nom de cette discipline, nous sommes toujours restés constants, nous sommes toujours restés dans cette posture, et des individus veulent en abuser, mais un moment viendra, je pense qu'on sera obligé de nous faire entendre pour qu'effectivement cette décision soient appliquée. Est-ce qu'il y a des actions que vous prévoyez mettre en œuvre pour vous faire entendre beaucoup plus? Bon, pour le moment, il n'est pas question des actions. Je pense qu'il n'est pas trop tard pour bien faire et l'autorité en tirera les conséquences. Et dans les brefs délais, les éléments seront réintégrés et on en finira avec cette question. Parce qu'aujourd'hui... Et si ce n'est pas fait? Oui. La question qu'on pose, si ce n'est pas fait, qu'est-ce que vous faites? À part les conférences de presse, qu'est-ce que vous pouvez faire? Est-ce qu'il y a d'autres démarches que vous pouvez entreprendre, peut-être des démarches hors circuit administratif? Est-ce qu'il y a toutes ces démarches-là qu'on peut entreprendre? Je pense que démarches, s'il y en a, nous avions déjà énuméré les différentes démarches que nous avions entreprises. Maintenant, si ça n'a pas porté fruit, la suite... Peut-être vous verrez ça. Peut-être des négociations aussi? Oui, ce sont des négociations. Nous, on voulait aller dans le sens de la négociation. Maintenant, comme personne ne veut prêter une oreille attentive à nos préoccupations, un moment viendra, nous serons obligés de prendre nos responsabilités. Alors, depuis ces 23 ou 24 mois, comment vous vivez avec vos familles? Les 16 personnes. Il faut noter que nous avions le soutien de camarades policiers, qui, chaque fin du mois, font des cotisations et puis les individus, les concernés, vivent sur la base de ces cotisations-là. Donc, vous êtes réduit un peu, pardon du terme, à faire de l'aumône, même si c'est un genre d'aumône déguisé. L'impact sur le moral de tous ces membres de l'APN, c'est quoi? Nous sommes restés égaux à nous-mêmes. Je pense que le meilleur est à venir. Voilà, ce sont des questions sécuritaires et la situation sécuritaire aujourd'hui au Burkina Faso, vous la connaissez avec la recrudescence des attaques terroristes. On a eu le drame, la tragédie de Sohan avec 132 personnes au moins tuées. Certaines sources parlent de 160 personnes tuées. Votre analyse sur cette situation, c'est quoi, vous, en tant qu'agent de police? C'est-à-dire, vous laissez tomber votre manteau de syndicalisme, mais en tant qu'agent de police, agent de sécurité, c'est quoi votre analyse sur cette situation? Avant de commencer, permettez-moi de m'incliner respectivement devant la mémoire de toutes ces victimes, que la terre du Burkina Faso les soit légère. C'est une attaque vraiment horrible, ignoble. Rien ne pouvait effectivement justifier ces attaques-là. Donc, nous allons interpeller encore l'autorité de la nécessité de mieux équiper les forces de défense et de sécurité pour que ces derniers puissent mener à bien, n'est-ce pas, leur mission. Voilà, donc je pense que l'autorité aussi va s'exécuter à travers le dialogue politique tenu. Si réellement cela est de bonne foi, je pense que ça doit, durant un temps soit peu, on doit conjuguer nos efforts pour venir à bout, n'est-ce pas, de ce fléau-là. Voilà.
D'accord. Les populations du Yaga, la province où se trouve la commune rurale de Solane, se sont aussi manifestés au cours d'une conférence de presse des ressortissants de Solane pour dénoncer ce qui s'est passé à Solane et appeler le gouvernement à faire plus pour la sécurité de cette province-là. On regarde. C'est depuis Ouagadougou, loin des terres de leurs ancêtres, que ces ressortissants de la province du Yaga lancent un SOS. Yaga où est située une certaine commune appelée Solhan. Solhan la meurtrie, Solhan le village fantôme désormais vidé de ses populations. 7500 d'entre elles se sont réfugiées à Seba, à une dizaine de kilomètres des lieux des tueries. 10 jours après, où en sommes-nous avec leur prise en charge? La ministre de l'Action humanitaire a ordonné de distribuer des vivres aux déplacés. Et c'est ce qui a été fait. Après cette distribution, nous avons reçu des ONG et des associations, en tout cas qui ont œuvré pour soutenir ces déplacés internes. Et visiblement, toutes ces actions demeurent insuffisantes, d'où l'appel du jour à venir en aide aux déplacés internes. Face aux nombreux appels d'amis du Burkina Faso et d'ailleurs pour faire parler leur cœur, l'association a vu la nécessité de créer 2 comptes mobile monnaie pour recevoir des dons en nature et en espèces. Le compte Orange est le 06 81 20 82. Le compte Move est le 01 34 11 11. L'ARI dispose en outre d'un compte de caisse populaire, à savoir le 3301 B 13 10 53, pour recevoir des dons en nature. L'association créée depuis 2014 n'est pas à son premier geste à l'endroit des populations. Pour cette action, elle va au-delà de l'appel. L'association des ressortissants du Yaga appelle l'exécutif à prendre des mesures pour sécuriser les 6 communes de la province en proie à l'insécurité depuis plus de 2 ans. Des 6 communes, il n'y a que 2 qui disposent d'un détachement militaire. Le gouvernement est appelé à revoir son dispositif à ce niveau au regard de la gravité de la situation sécuritaire. En ce qui concerne la polémique sur les chiffres relatifs aux morts de l'attaque de Solhan, l'association s'en tient au bilan gouvernemental. Mais à propos des informations démenties par le communiqué de l'état-major général de l'armée, l'adjoint au maire de Solhan se veut formel. Les terroristes sont bel et bien revenus la prochaine nuit après les massacres. Ça, c'est ça qui est dans la polémique d'aujourd'hui au niveau des gens. Ils sont revenus et puis c'est ce jour même ils ont pillé d'autres boutiques et puis incendié le CSPS de Solhan. Voilà, c'est qu'on peut être témoin. Bon, le reste, ça, on ne peut pas rentrer. Mais ce qui est sur le terrain dans notre commune, voilà ce qui s'est passé. Ils sont revenus. Les terroristes sont donc revenus moins de 24 heures après l'attaque, selon l'adjoint au maire. En réalité, Solhan est dans l'œil du cyclone depuis plus de 2 ans. Durant cette période, les incidents sécuritaires se sont multipliés. La mairie a été incendiée. Le conseil municipal travaille d'ailleurs à partir de Seba. Le deuxième adjoint au maire a été tué lors d'une attaque. Son remplaçant, lui, a été enlevé. Plusieurs écoles demeurent fermées et des villages inaccessibles. Foi de Youssouphi Sow. Voilà, Ousmane Ouedraogo, Solhan, c'est peut-être l'image aujourd'hui qui fait tache d'huile et qui fait comprendre que la situation sécuritaire est assez préoccupante, surtout dans cette partie du Burkina. Oui, justement, la situation sécuritaire, particulièrement au Sahel, un peu partout au Burkina, est assez préoccupante. Et c'est dans ce sens, effectivement, à tout moment que les syndicats de police interpellent l'État burkinabé à prendre les mesures nécessaires pour, effectivement, doter en conséquence les forces de police et les autres forces. Ce que vous avez réclamé et qui vous a valu tous vos ennuis. Exactement, ce qui nous a valu. Mais aujourd'hui, malheureusement, l'histoire nous donne raison. L'histoire vous donne raison. Mais ce qui n'est pas intéressant, que des individus, parce que c'est nous qui sommes au front et c'est nous qui vivons les réalités. Donc, les Mossiens ont coutume de dire que c'est celui qui est dans une maison
qui sait là où ça sointe quand il pleut. Et nous faisons face à d'énormes difficultés. Et il est normal qu'on souligne ces difficultés-là. Et l'autorité aussi de prendre des mécanismes, des moyens nécessaires pour effectivement résoudre ces problèmes-là. Maintenant, ce qui a manqué dans tout ce processus-là, c'est le dialogue. Quand nous avions réclamé le matériel, il suffisait seulement que effectivement, l'autorité nous recevait et on dialogue franchement, parce que nous savions que côté armement, ce n'est pas du tic au tac que nous pouvions l'avoir. Alors, mais il y a de ces préoccupations-là qu'on pouvait résoudre durant un temps soit peu. C'est-à-dire, par exemple, les clôtures des différents services de police, des différentes brigades de gendarmerie. Les clôtures, on n'a pas besoin de plusieurs mois pour effectivement faire une clôture d'un commissariat. Voilà. Donc, malheureusement, on ne nous a pas écoutés. Les résultats sont là aujourd'hui. C'est pas vraiment, ça n'honore pas. Voilà. Et nous interpellons encore l'autorité à faire de son mieux pour équiper les forces de police et toute l'armée en général pour qu'effectivement ces derniers puissent venir à bout de ce fléau-là. Parce qu'on ne peut pas avoir une police efficace, on ne peut pas avoir une armée efficace avec des moyens arabais. Cela n'est pas possible. Un peu partout dans le monde, vous voyez les meilleures polices au monde, ils n'ont pas de... ça ne tutille pas. En matière d'équipement, ça ne tutille pas. Quelles sont les armes que la police demande aujourd'hui? Eh bon, ici, je pense que nous n'allons pas dévoiler. Vous avez déjà des armes? Oui, nous avions déjà des armes. Mais quelles sont les armes que vous réclamez encore de plus? Oui, maintenant, si par exemple, la puissance de feu de l'ennemi est supérieure aux armes que vous détenez, c'est normal que vous aussi, effectivement, vous vous équipez en conséquence. Donc, c'est là que les policiers réclament. Merci Ousmane Ouedraogo. Nous allons maintenant changer de sujet pour parler de ce phénomène, lui aussi devenu assez inquiétant et préoccupant. Il s'agit des effondrements à répétition des bâtiments de classe et autres infrastructures scolaires. On parle de plus de 100 de ces infrastructures scolaires qui ont été endommagées par les intempéries depuis le mois d'avril jusqu'à maintenant. Le gouvernement a décidé de prendre le problème à bras le corps. Écoutez ce que dit le ministre de l'Éducation nationale et celui de l'urbanisme et de la construction au cours d'une conférence de presse. La situation est suffisamment grave et l'exécutif le sait bien. Alors, ce sont deux ministres qui viennent éclairer l'opinion burkinabé. Entre avril et juin 2021, 110 infrastructures scolaires ont été endommagées par les intempéries. Le cas le plus dramatique, c'est celui de Dandé dans le Houé, où un élève a été tué et une vingtaine de blessés. Face aux journalistes, le professeur Stanislas Ouarou apporte des éléments de réponse qui peuvent être à l'origine de ces dégradations récurrentes. Si le ministre met en avant l'amateurisme des entreprises en charge des travaux, des manquements dans le contrôle et la supervision, il insiste également sur des pratiques aux antipodes de la bonne gouvernance. Et je pèse mes mots, il y a soit de la complicité ou de la corruption. Ça, je pèse mes mots. Maintenant, je ne peux pas le prouver, mais je considère que si vous êtes une structure qui a été recrutée pour cela, parce qu'on a vu, par exemple, dans la commune de Dassa, pour le CG de Do, ça a été donc, la réalisation se faisait sur ressources que nous avons transférées à la commune, et pendant que le bâtiment se construisait, une pluie, et tout s'est effondré. Et même heureusement, parce que si le bâtiment était achevé et que cela s'était passé, bon, on a vu ce qui s'est passé à Dandé, etc. Donc, il y a le laxisme, il y a la corruption, certainement, il y a la complicité, parce que moi, il m'est revenu effectivement que certaines entreprises de construction disposent aussi de structures de contrôle. Naturellement, ce n'est pas sous les mêmes noms, et ça n'appartient pas physiquement sur les papiers à la même personne, mais apparemment c'est pour les mêmes personnes. Imaginez qu'une structure de contrôle et l'entreprise soient pour la même personne, sans qu'on ne le sache parce qu'ils ne vont pas naturellement le mettre sous le même nom et qu'ils se retrouvent sur un même chantier. Donc si les personnes n'ont pas le sens vraiment de la responsabilité, ça peut aussi poser des problèmes. Autre motif qui peut expliquer la mauvaise exécution des chantiers, c'est bien le versement des pots de vin à des acteurs de la chaîne de commande publique. Sur la question, le ministre se veut intraitable. Donc, clientélisme ou pas, corruption ou pas, si quelqu'un a pris son marché et puis s'est baladé dans tous les ministères pour donner de l'argent à des gens, ça c'est son problème.
Si ça s'est dégradé, c'est sa responsabilité, il va réparer. Quand une maison s'écroule alors qu'elle n'a même pas 10 ans, eh bien, au regard de la loi, la responsabilité est claire. Il n'y a pas lieu à se retourner vers le MENA, vers le ministère en charge de l'habitat, etc. Mais c'est l'entrepreneur, a priori, qui est responsable. Des 110 infrastructures dégradées recensées, 65% ont une durée de vie de moins de 20 ans. 22%, soit 24 écoles, ont été endommagées sous le pouvoir MPP et alliés. 32 infrastructures sont construites par les associations et les ONG. 29 par les mairies et leurs maîtrises d'ouvrage. 39 ont été réalisées grâce aux soins de MENA-PLN lui-même. Les investigations se poursuivent, les responsabilités seront situées, des sanctions vont tomber avant que l'État ne procède à la réhabilitation de certaines infrastructures scolaires, soutient le patron de l'éducation nationale. Au-delà du domaine de l'école, l'État veut désormais voir clair partout en matière de construction. Le département de Maître Sankara veut être en amont et en aval de tout projet de construction au Burkina Faso. Voilà, et maintenant nous entamons la dernière ligne droite de ces 7 infos. Nous allons parler de sport, de football. Et John William Somda est sur ce plateau avec nous. John William Somda, bonsoir. Bonsoir Hervé. Merci d'être là. C'est un plaisir. Vous êtes très bien habillé. Oui, bien sûr, ça c'est tous les jours, tu le reconnais à chaque fois. Bien entendu. Mais le plus important ce soir, c'est que c'est l'Asfaï Nenga qui repart chez elle à Zimpasgo avec sa 5e Coupe du Faso, puisque les protégés du coach Albert Bambara ont remporté donc la 34e édition de cette compétition. Cet après-midi, même au stade du 4 août, sous les yeux du président du Faso, l'Asfaï Nenga, qui l'emporte grâce à un petit but inscrit à la 23e minute par son attaquant Saïdou Sawadogo. L'Asfa qui remporte ainsi son premier titre depuis 2013. Alors Hervé, si tu le permets, si Rogatien du côté de la régie également le permet, on va voir les temps forts de cette 34e levée de la Coupe du Faso. L'Asfa Yenenga sur le toit de l'arène des compétitions nationales de football. En dominant l'association sportive des fonctionnaires de Bobo Dioulasso ASFB, la vieille dame s'adjuge la 34e édition de la Coupe du Faso. Dans cette première finale entre les deux formations, les jaunes et verts sont les premiers à se mettre en évidence, mais Cyril Nguessan s'écroule et ne peut redresser sa frappe à la 3e minute. L'attaquant ivoirien de la vieille dame revient à la charge, mais est trop court sur une tentative de la tête 4 minutes plus tard. L'Asfa Yenenga montre un bien meilleur visage que l'ASFB et est finalement récompensé de ses efforts à la 23e minute. Sur un coup franc d'Ousmane Diané, Alassane Sawadogo monte plus haut que son vis-à-vis et propulse la balle dans les filets adverses. 1-0 en faveur des protégés du coach Albert Frédéric Bambara. Si la domination dans le premier acte est en faveur de l'Asfa Yenenga, les fonctionnaires passent tout près de faire la jonction peu avant la pause, mais que de maladresse. Au terme des 45 premières minutes, c'est l'Asfa Yenenga qui regagne les vestiaires avec ce maigre avantage acquis à la 23e minute. En seconde période, les jaunes et verts baissent du pied, mais les fonctionnaires n'en profitent pas et cela malgré les multiples opportunités. De nombreuses maladresses qui coûtent finalement cher à l'ASFB, obligé de rentrer à Bobo Dioulasso sans sa 5e Coupe du Faso. Côté Asfa Yenenga, c'est un coup double puisque son milieu de terrain et meneur de jeu Ousmane Diané est désigné homme du match par le jury de l'Association des journalistes sportifs du Burkina AJSB. Voilà, John William Somda, vous avez dit que c'était le premier sacre depuis quelle année? Mais le 5e sacre maintenant. Le 5e sacre, alors ce qu'il faut souligner, c'est que ces deux équipes... Le 5e de l'ASFA. De l'ASFA Yenenga en Coupe du Faso. Ces deux équipes, avant cette finale, totalisaient chacune 4 victoires en Coupe du Faso. Et c'était donc quelque part une bataille à qui remporterait la 5e donc, Coupe du Faso. C'est l'ASFA Yenenga qui l'emporte. L'ASFA Yenenga qui sera la saison prochaine, donc le représentant burkinabé en Coupe de la Confédération. Pour le représentant burkinabé en Ligue des Champions, il faudra attendre la fin des 2 dernières journées donc, du championnat. La 33e et avant-dernière aura lieu mercredi prochain et l'AS Sonabel, leader donc, qui compte 3 points d'avance sur l'AS Douanes, se déplace au stade Batibo Balibé de Koudougou, puis affronter donc, la SEC donc, de Koudougou. Les électriciens qui n'ont besoin
que de 4 petits points pour être sacré champion du Burkina en version 2020-2021. L'AS Dan El Poussapa reste en embuscade. Les poulains donc, du coach Yaya Kone espèrent un faux pas donc, des électriciens. Donc, entre le contrôle douanier et donc, la coupure d'électricité, on ne sait pas ce qui va arriver donc, à l'issue de cette 34e journée. Il y a aussi la queue du peloton dans cette 34e journée. Oui, bien sûr, je pense que les dés sont déjà joués pour COSAF qui donc évoluera la saison prochaine donc, en 2e division. Alors en ce qui concerne donc, Vitesse donc, de Bobo, en ce qui concerne l'USO, en ce qui concerne des équipes comme Raimo, et à un degré moindre, l'AS Police, rien n'est encore joué. Les Léopards, je pense que c'est déjà cuit pour COSAF, mais Vitesse de Bobo, Raimo FC, USO, AS Police, il faudra attendre donc, la 34e journée pour savoir qui va accompagner donc, les Léopards de Saint-Camille et COSAF en 2e division. Peut-être que notre ami Ousmane Ouedraogo ira prêter main forte à l'AS Police pour se maintenir. Oui, voilà, je vous salue. Voilà, merci bien d'être venu sur ce plateau, Ousmane Ouedraogo. Merci d'être venu, une fois n'est pas coutume. Vous êtes là un dimanche pour le sport et je pense que c'était une bonne chose. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Merci encore une fois de votre patience et de votre fidélité renouvelée. Au revoir et puis bon début de semaine. Bonsoir.